Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire pour vous présenter mon mémoire. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter donc le travail que j'ai effectué pendant plusieurs mois au sein du cabinet Primact avec mon tuteur Frédéric Plancher et, mon autre tuteur académique Thierry Moudiki. Donc, le travail que j'ai réalisé pardon, porte sur donc les générateurs de scénarios économiques et plus exactement la mise en place d'un GSE non paramétrique avec une méthode de machine learning, ainsi que son étude. Donc, sans plus tarder, je vais passer à comment va se dérouler la présentation, à savoir que donc, je vais vous présenter mon mémoire et à l'issue de ça, je vais répondre à vos questions. Voilà, je ne répondrai pas aux questions pendant la présentation. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur les définitions, les idées fondamentales à la bonne compréhension donc de cette présentation et plus largement de mon mémoire. Dans une seconde partie, je vais revenir sur donc, la mise en place du GSE et surtout les idées, enfin les concepts fondamentaux comme par exemple les choix des données pour la série temporelle multivariée, le modèle de machine learning ou encore comment on a généré l'aléa. Dans une troisième partie, ça sera plutôt la présentation des résultats historiques, hein, donc les projections historiques, et je vais confronter ces résultats à des modèles classiques au sens série temporelle ou paramétrique. Et dans une quatrième section, je vais revenir sur donc, l'approche risque neutre, donc de risque neutralisation, si on peut dire ça. Donc quand je dis ce terme, c'est la méthode qui a été utilisée pour passer de projection historique à risque neutre. Et enfin, je conclurai donc sur la pertinence du GSE, notamment le GSE historique, hein, puisque ça reste le cœur du mémoire, mais également sur l'extension risque neutre. Donc, je vais tout de suite commencer par le premier chapitre. Donc, je vais revenir sur ce que la directive européenne Solvabilité 2, elle implique en termes de probabilité pour les GSE. Donc, une évaluation des provisions techniques en best estimate euh, est, euh, pardon, est nécessaire dans le bilan donc, sous solvabilité 2. On va alors, grâce à un GSE risque neutre, devoir produire un grand nombre de scénarios pour un peu, qui vont avoir un impact sur les flux utilisés dans le calcul de la meilleure estimation. Et donc, on a besoin d'un GSE risque neutre. Toujours dans le pilier 1, pour le calcul du SR en modèle interne uniquement, on va avoir besoin d'un GSE, cette fois-ci risque neutre, mais aussi historique. À savoir que c'est vrai que souvent, le modèle interne hein, pour le calcul du SR, c'est quand même utilisé par des assureurs d'une assez grande envergure, donc ce n'est pas quelque chose qui est fait par tout le monde. Par contre, l'ORSA, hein, qui a pour but d'évaluer donc ces risques internes, mais également la solvabilité des assureurs, ça c'est fait par tout le monde, enfin tous ceux qui sont soumis à la directive. Et donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un GSE dit historique pour déformer à court et moyen terme donc ces facteurs de risque. Donc, à l'issue de cette première slide, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que donc, la directive nous demande d'utiliser des GSE sous la probabilité historique et risque neutre, mais je n'ai pas défini ce que c'était que ces probabilités. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, la mesure historique, c'est la mesure naturelle quand on invoque le terme de probabilité. C'est tout simplement la probabilité qu'un événement se produise. Et donc, quand on dit générer des scénarios historiques, ça revient finalement à répliquer les comportements tirés du passé, tirés de l'historique de données. Alors que la mesure risque neutre, elle, est une mesure purement conceptuelle qui découle de l'AOA, hein, de l'absence d'opportunité d'arbitrage. Pardon. Et donc, il s'agit de la probabilité qui rend l'actif sous-jacent actualisé martingale ou encore qui fait que son rendement moyen est égal au taux sans risque. Donc, comment on peut voir ça? On a d'abord la probabilité historique qui va plutôt être utilisée pour projeter, pour gérer des risques, alors que la mesure risque neutre va plutôt être utilisée dans un contexte de valorisation, par exemple des engagements d'assurance. Donc, on comprend qu'avec la directive Solvabilité 2, on a besoin de GSE, comme je l'ai dit tout à l'heure, historique et risque neutre. On a défini ce que c'était que ces probabilités. On va maintenant définir ce que c'est qu'un GSE. Donc, je me suis basée tout simplement sur la définition de la CPR, hein, qui est très complète. Donc, un GSE, c'est un ensemble de modèles qui permet de simuler aléatoirement des scénarios d'évolution possible des marchés financiers qui vont avoir une incidence sur la valeur et les performances de l'actif de l'organisme d'assurance. Traditionnellement, donc c'est vrai que les assureurs, ils utilisent pour construire leur GSE des modèles de diffusion paramétriques.
Et c'est vrai que ces modèles, ils sont très utiles, très largement utilisés, mais parfois ils peuvent présenter des limites quant à la reproduction d'événements passés. Et donc, de plus, les assureurs qui sont soumis à la directive européenne Solvabilité 2, comme on a pu le voir tout à l'heure, ils vont avoir besoin d'un GSE historique, mais également risque neutre. Donc, il est alors logique, entre guillemets, d'envisager d'utiliser à la fois un GSE historique et risque neutre, qui pourrait donc répondre à tous ces besoins de la directive et à la fois assurer une unification du cadre méthodologique. Ensuite, avec la démocratisation du machine learning dans le monde assurantiel, il peut être tout à fait envisageable de penser à un GSE construit avec une méthode donc, de machine learning, à la fois sous la probabilité historique et risque neutre, en particulier l'historique, hein, qui permettrait de répondre aux problématiques pour les modèles usuellement utilisés hein, par rapport à la reproduction d'événements passés. Donc, après avoir dit ça, quels sont les objectifs du mémoire? Je pense que vous avez compris. L'objectif numéro un ou central, c'est donc de construire un modèle non paramétrique basé sur un modèle de machine learning et plus particulièrement un réseau de neurones de type RVFL. Pour l'historique. Ensuite, une étude comparative va être réalisée avec des modèles classiques au sens paramétrique ou au sens série temporelle. Et ensuite, donc à la fin, je vous présenterai une approche donc, de risque neutralisation, entre guillemets, euh, qui permettra d'avoir certaines idées sur le risque neutre. Et la question qu'on va se poser donc, pendant cette présentation, c'est quels sont les avantages et les limites de l'utilisation d'un GSE non paramétrique. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le cœur du sujet avec la construction du GSE. Et donc, la construction du GSE, donc du modèle de machine learning, avant de penser à ça, il y a quand même en entrée de ce modèle, hein, comme toujours, des données. Et quand on parle de données, il y a aussi un choix des données à faire en amont. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, la structure des investissements des assureurs, ça a été une source d'information pour orienter le choix des facteurs de risque. Et l'ACPR a publié en 2023 un graphique donc, sur la composition de l'actif des assureurs soumis à la directive européenne. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique hein, que je présente ici? Que les assureurs, ils investissent majoritairement dans des obligations à hauteur de 57% et dans des actions à hauteur de 24%. Donc, il est envisageable de se dire que pour les facteurs de risque, on peut choisir les taux et les actions. Maintenant, la deuxième question à se poser, c'est d'où ces obligations et ces actions proviennent. Et pour cela, la CPR a également publié un graphique hein, sur l'exposition géographique des actifs des assureurs hein, qui vient compléter le premier graphique. Et donc, on voit que les assureurs, hein, ils investissent majoritairement en France et en zone euro. Donc maintenant, si on croise ces deux graphiques, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut logiquement envisager d'utiliser dans notre série temporelle multivariée les indices de fermeture du CAC 40 et les taux swap contre Ribor 6 mois appelés ESAN. Et donc, comme toujours, quand on choisit des données, hein, une fois qu'on a l'idée, on va les récupérer, on va devoir également les retraiter. Pour les actions, ça a été assez rapide, hein, puisque pour les valeurs manquantes, on a tout simplement réalisé une interpolation linéaire. Puis on les a transformées en logarithme du rendement discret, hein, de manière à avoir des valeurs dans un intervalle plus restreint que si on laissait les indices de fermeture tels quels. Maintenant, pour les taux, ça a été un petit peu plus long. Parce qu'on est parti donc de cette courbe des taux, hein, ici. On a ensuite appliqué la méthode du bootstrapping de manière à avoir une courbe des taux plus précise, hein, puisque là, on n'avait pas toutes les maturités. Et là, on décide d'avoir la valeur des taux pour les maturités entre 6 mois et 30 ans, avec un pas de maturité donc de 6 mois. Une fois qu'on obtient cette courbe des taux bien plus précise, on va entrer dans la deuxième phase où là, cette fois-ci, on va extraire sur cette courbe des taux plus précise les trois composantes de Nelson-Siegel, donc mu1, mu2, mu3, hein, comme indiqué ici, qui vont permettre en fait de réduire la dimension du problème sans pour autant, tout en étant autant précis que si on avait ces 60 variables. Et vous vous doutez bien que d'avoir 3 variables plutôt que 60, le modèle va bien plus vite tourner. Donc, on a retraité nos actions, hein, comme j'ai dit, nos taux, et donc on obtient notre série temporelle multivariée avec une granularité mensuelle, donc bien sûr sur la même plage d'observation, hein, il faut quand même que ce soit logique, entre le 31 janvier 2001 et le 31 mai 2023, soit plus de 22 années d'historique.
Donc maintenant, la série temporelle, elle est construite, mais il reste quand même le modèle à vous présenter. Donc, le modèle choisi est un réseau de neurones à propagation avant, c'est-à-dire que l'information va circuler de gauche à droite. Et il s'agit plus précisément du modèle de réseau de neurones RVFL, donc Random Vector Functional Link. Il va se à une couche cachée, hein, pardon. Donc, il va se distinguer d'un réseau à propagation avant par deux différences majeures. La première, c'est le lien entre ses entrées et ses sorties. Donc là, hein, les entrées, c'est modélisé ici sur le graphique par X et les sorties par Y. Et la deuxième spécificité de ce modèle, c'est les éléments de la couche cachée du RVFL qui vont être déterminés de manière quasi aléatoire. Donc, avec un tel réseau de neurones, normalement, on va obtenir une unique projection. Hein, puisqu'avec un réseau de neurones, normalement, on n'a que le scénario central, enfin, entre guillemets, qui est censé être le plus proche de la réalité. Donc, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on a fait à partir de ce modèle pour obtenir 1000 projections, hein, qui est le but d'un GSE. Et pour ce faire, on a utilisé la méthode appelée le block bootstrap pour générer de l'aléa. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, à savoir qu'ici, ce que je vous ai présenté, c'est un exemple parce que c'est assez, pour que ce soit plus parlant. Et là, l'exemple développé ici, il n'a pas de lien avec le mémoire. J'ai choisi une série temporelle plus simple pour que ça soit plus simple, l'explication plus simple. Quoi. Donc, là, ici, on a la série temporelle multivariée qui est sur un horizon de temps de 1 an avec deux variables. Dans un premier temps, on va rentrer, entre guillemets, dans la phase dite d'apprentissage dans le cadre du bloc Bootstrap. Hein. Donc, on choisit arbitrairement un pas arrière de 3, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une fenêtre de n-3 pour projeter la plus 1. Je vous passe les détails ici parce que je vais y revenir plus tard sur tout ce qui est validation croisée, etc. Mais on obtient la projection centrale, donc sur 9 mois, puisqu'on a dû enlever les 3 premiers mois qui ont servi à projeter. Là, on appelle ça prédiction dite centrale, qui est censée être le plus proche de la réalité. On va calculer les résidus, donc la différence entre l'observé et les prédits. Donc, encore une fois, on obtient une série temporelle sur 9 mois. Et c'est là, maintenant, on va passer dans la phase dite plutôt de projection, donc à ce niveau-là. Là, pour la phase de projection, on prend toujours un pas arrière de 3 pour être en lien avec la première phase, bien sûr, et on souhaite projeter sur 6 mois, donc entre le 1er janvier 2024 et le 1er juin 2024. On obtient, encore une fois, la projection dite centrale. Et là, c'est là que le bloc Bootstrap va vraiment intervenir parce que là, on a uniquement une projection dite centrale. Mais nous, ce qu'on veut, c'est obtenir d'autres projections que celle centrale, hein, parce que sinon, ça n'a pas intérêt. Et on choisit arbitrairement un bloc Bootstrap de longueur 4. Et donc là, l'idée derrière ça, en fait, c'est qu'on va sommer des blocs de résidus avec la projection dite centrale en générant aléatoirement un indice de départ. Et en fait, on va additionner donc ces résidus avec la projection centrale par bloc pour obtenir une projection autre que celle centrale. Donc là, si j'illustre mes propos avec l'exemple, par exemple, donc bloc bootstrap de 4, on a besoin donc, de deux indices de départ. D'abord, on aura un bloc de 4 de résidus, puis un bloc de longueur 2 pour compléter de 4 à 6. Là, donc, le premier indice, ils nous disent que c'est 4. Donc, on va se placer à la quatrième ligne au niveau des résidus. On obtient moins 25, moins 7, que l'on va sommer avec la première ligne ici. Donc, moins 25 plus 199, moins 7 plus 162, on obtient la première ligne. Et on fait ça pour les 3 lignes qui suivent. Hop, on somme avec ce bloc ici et on obtient les 4 premières lignes de la projection numéro 1, autre que celle centrale. Le deuxième indice de départ, c'est 1. Et là, on n'a besoin que d'un bloc de longueur 2. Donc, on va prendre moins 12, 6, 20, moins 9. Et on va sommer avec la dernière partie de la projection dite centrale. Et on obtient notre première projection autre que celle centrale. Et donc, on va devoir faire ça autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de projections que l'on souhaite. À savoir quand même qu'on va avoir un nombre donc, de projections restreint par les combinaisons qu'il y a par les combinaisons de points de départ. On ne pourra pas faire autant de projections qu'on veut, on est limité par cette formule que j'ai indiquée dans mon mémoire. Donc, maintenant, on a défini tous les concepts nécessaires à la bonne compréhension
du mémoire. Donc, je vais passer dans la phase plutôt de l'analyse des projections historiques. Mais dans un premier temps, avant de projeter sur 20 ans nos projections, j'ai réalisé une analyse dite prédictive. Donc, cette analyse prédictive, quelle était l'idée? L'idée, c'était de comparer donc, le modèle RVFL tout simplement avec lui-même, mais également avec un modèle classique au sens série temporelle, donc le modèle VAR. Donc, comment on a fait? On a pris la série temporelle multivariée. On l'a scindée en deux, une première partie avec 75% des données, une autre avec 25% des données, où les 75% c'était l'échantillon d'apprentissage et les 25% restants, l'échantillon de test. On a réalisé une validation croisée sur notre modèle avec donc l'échantillon d'apprentissage. Notamment, on a déterminé les paramètres optimaux, que ce soit pour VAR ou RVFL. Et à l'issue de ça, on peut du coup comparer sur l'échantillon par rapport à l'échantillon de test ce qui a été modélisé par le modèle VAR et le modèle RVFL sur la même horizon de temps, sur le même horizon de temps que l'échantillon de test. Donc, là, je vous ai tracé les exemples pour le rendement logarithmique des actions du CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ces premiers résultats? On voit que le modèle VAR ou RVFL, il arrive bien à capter en moyenne ce qui a pu être observé sur les marchés financiers. Ça, déjà, c'est un bon point. On n'a pas de valeur totalement qui part dans tous les sens. On a vraiment quelque chose qui, en moyenne, ressemble à ce qui a pu être observé. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'on a l'impression quand même que le RVFL, il capte légèrement mieux les tendances, les pics, même s'il ne capte pas tous les pics, c'est une certitude, que le modèle VAR. Et pour confirmer ou infirmer cette observation graphique, on décide d'introduire alors les mesures d'erreur sur les actions RMSE et MAE, donc Root Mean Square Error et Mean Absolute Error, qui sont adaptés dans un cadre univarié. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le RVFL est effectivement meilleur que le modèle VAR, puisque les mesures d'erreur sont plus faibles pour le RVFL que le modèle VAR. Maintenant, pour confirmer cette première observation qu'on a sur les actions, on décide de le faire sur le taux long. Savoir que en fait, c'est la première composante de Nelson-Siegel qui est tracée ici, mais on peut l'approximer par le taux long. Enfin, les deux valeurs sont semblables quand on fait tendre dans la formule de Nelson-Siegel la maturité vers plus infini. Donc là, on a également tracé l'observé, le modélisé par le VAR et par le RVFL. Et là, cette fois-ci, on voit que le modèle RVFL, il n'arrive pas qu'à capter qu'en moyenne ce qui s'est passé sur les marchés, mais de manière, la tendance, il arrive à la capter puisque là, quand ce qui a été observé était décroissant, les taux étaient décroissants, le RVFL est décroissant, puis stable, puis croissant à nouveau. Alors que le modèle VAR, lui, est plutôt stable, on va dire, sur tout l'horizon de test. On refait le même mécanisme que précédemment en regardant les mesures d'erreur sur le taux long. Et là, cette fois-ci, le modèle RVFL est largement meilleur que le modèle VAR. Surtout si on compare donc, les mesures d'erreur relativement, le modèle RVFL est donc largement meilleur. Donc, le modèle RVFL, il a montré qu'il réussissait à capter les tendances et prédire de manière plutôt robuste. Les résultats, ils convergent vers la même conclusion pour cette analyse prédictive, c'est que le modèle issu du réseau de neurones, il semble être meilleur que le modèle VAR et plus largement collé à ce qui a pu être observé sur les marchés. Donc, on est plutôt confiant dans la robustesse de notre modèle. Et donc, on passe à la phase de prédiction, cette fois-ci réellement, sur 20 ans. Donc là, cette fois-ci, on va mettre en entrée toute notre série temporelle multivariée et on va réaliser une validation croisée avec en entrée une grille de tuning. Donc dans la validation croisée, ce qui va être fait, c'est qu'on va tester toutes les combinaisons ici possibles d'hyperparamètres du modèle et on va voir en fait quel modèle donne la mesure d'erreur la plus petite. À savoir ici que quand on a fait cette validation croisée, on a dû introduire une mesure d'erreur adaptée dans le cadre multivarié qui s'appelle la Mean Scale Pinball Loss. Parce qu'on ne peut pas utiliser les mesures d'erreur univariées habituelles, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour l'analyse prédictive, la RMSE ou la MAE, puisque non adaptées, car univariées. Donc, on trouve nos hyperparamètres optimaux qui minimisent cette erreur. Et puis, on projette sur 20 ans, et tout en utilisant, bien sûr, là, ici, le bloc Bootstrap pour obtenir nos 1000 simulations. Et puis là, on va obtenir nos projections sur 20 ans, qu'on va analyser un petit peu plus dans le détail.
Donc, le premier graphique, à ce niveau-là, en noir, on a donc l'historique de données et le bloc, la masse multicolore, on va dire que c'est les projections qui sont tracées les unes sur les autres, hein, tout simplement, les 1000 projections. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que, bah, a priori, les projections, elles semblent quand même cohérentes avec l'historique de données, hein, puisque elles sont dans l'intervalle de valeurs construites, on va dire, par l'historique de données. Si on regarde les valeurs, la valeur la plus haute dans l'historique et la plus basse, hein, à peu près, toutes nos projections sont dedans. Ça, déjà, c'est un très bon point. On est cohérent avec ce qui s'est passé avant. Maintenant, si on regarde le second graphique, là, en noir est tracée la moyenne, et après, c'est les intervalles de confiance. Donc là, en noir, la moyenne, et on voit que la moyenne est quand même en cohérence, on va dire en continuité avec ce qui a pu être observé sur l'historique de données. Donc par rapport à tout ça, on est plutôt confiant sur nos projections historiques. Et pour confirmer ça, on va regarder le taux long et le taux court, hein, mais à chaque fois, on a les mêmes conclusions, c'est-à-dire que nos projections historiques vont être en lien, vont être dans l'intervalle de valeurs formé par l'historique de données et la moyenne est en continuité avec ce qui a pu être observé dans le passé. Bon, il faut quand même noter que c'est assez difficile hein, d'évaluer la performance et la justesse, hein, mais bon, c'est toujours la problématique des projections obtenues. Et donc, pour donner un petit peu plus de dimension à cette analyse, on décide d'introduire des modèles paramétriques pour voir si on n'est pas trop éloigné de ce qui se fait de manière générale. Et donc, pour les actions, on décide de comparer ça avec un brownien géométrique. Et pour les taux courts, avec un modèle de Vasicek. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, c'est pour les actions. Là, ici, c'est l'évolution du prix des actions qui est tracée avec, donc ça, c'est purement arbitraire, hein, la valeur initiale à la dernière date connue qui va être de 100 pour l'action. Donc à gauche, le modèle RVFL, à droite, le brownien géométrique. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que déjà, les simulations, elles sont plutôt semblables hein, en termes de forme, on va dire, hein, puisqu'on observe pour les deux une sorte de cône sur l'horizon de projection, sur les 20 ans. Néanmoins, si on regarde un petit peu plus dans le détail le modèle RVFL, on voit que dès le début, il y a un vrai parti pris, il y a comme un rebond. Et donc, que le modèle RVFL, on a l'impression que les projections sont quand même moins structurées que pour le modèle le brownien géométrique. Hein. Et si elles sont moins structurées, c'est aussi grâce à, enfin, oui, c'est grâce à la nature même du modèle RVFL hein, qui veut qu'on ait un scénario central. Et après, on applique donc la méthode du bloc bootstrap, mais c'est grâce aux résidus. Donc, on a toujours des simulations qui vont être autour de ce scénario dit central. Donc ça, par rapport à ça, on est plutôt, on est plutôt content parce qu'on a moins de structure. Et maintenant, si on regarde pour le taux court, les deux méthodes elles semblent encore une fois produire des projections proches, hein, au sens où bon, les formes ne sont pas totalement éloignées, même si pour celle-là, on a quand même quelque chose de moins proche que pour les actions. Et on a encore une fois un vrai parti pris hein, du modèle RVFL par rapport au modèle de Vasicek. Encore une fois, dû à la nature même du modèle. Donc, tous les résultats hein, pour les actions pardon, ou pour les taux montrent que le modèle RVFL il produit une distribution en cohérence avec les données. Un GSE historique étant supposé projeter le plus fidèlement possible à la réalité, il répond bien ce modèle aux critères attendus. Donc maintenant, on va passer à l'approche risque neutre. À savoir que, comme je l'ai dit au début hein, de la présentation, ici, l'idée, c'est quand même que ce soit une section un peu exploratoire, dans le sens où c'est plutôt une piste de réflexion, hein, puisque vous allez le voir, l'approche n'est pas totalement aboutie dans mon mémoire. Donc, la probabilité risque neutre hein, veut que chaque actif rapporte en moyenne le taux sans risque. Et donc, c'est sur cette définition qu'on s'est basé pour passer des simulations historiques à risque neutre, hein, toujours dans l'idée d'unifier le cadre méthodologique de solvabilité 2, hein, comme j'ai expliqué au début. Et donc, on a déterminé une courbe des taux sans risque de référence, hein, que j'ai indiquée ici, qui est à la dernière date connue de l'historique, hein, qu'on a projetée avec la formule de Nelson-Siegel sur 20 ans. Donc, pour les taux, on les a centrés de manière que pour chaque maturité, ils rapportent ce taux sans risque de référence pour coller à la définition.
Donc, il faut garder ça en tête. Et donc, pour les actions, c'est également cette idée qu'on a voulu conserver. Donc, que les rendements rapportent en moyenne ce taux sans risque défini, donc les taux sans risque définis précédemment. Et on a voulu également les ajuster de manière qu'à 12 mois, ces simulations, on puisse avoir une cohérence avec les options pardon, observées sur le marché. Et là, à ce moment-là, on est supposé avoir un GSE qui est sous la probabilité risque neutre. Pour savoir si c'est vraiment le cas, on a décidé de faire donc plusieurs tests. Déjà, dans un premier temps, on a voulu faire une analyse plutôt graphique, hein, donc là pour les actions. Donc, comme tout à l'heure, on a tracé l'évolution des prix d'une action, mais cette fois-ci, c'est avec les projections donc supposées risque neutre. Et là, on voit que donc, ces simulations, elles sont bien distribuées, elles sont bien autour d'un actif. Donc là, en blanc, ce qui est tracé, c'est un actif qui va être revalorisé au taux sans risque avec la courbe de référence que j'ai montrée tout à l'heure. Et donc, ces projections, elles sont bien distribuées autour de cet actif revalorisé au taux sans risque. Donc, a priori, déjà, nos simulations correspondent bien, elles valident bien, respectent bien plutôt la définition de la probabilité risque neutre. Bon, maintenant, on a voulu tester d'autres critères, hein, puisque la probabilité risque neutre, elle est censée rendre les actifs actualisés martingales, hein, ce qui signifie dans notre cas que les prix actualisés devraient être des martingales par rapport à la construction risque neutre réalisée précédemment. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur les graphiques, on a tracé les boîtes à moustaches, hein, donc des tests hein, sur les différentes maturités, sur les 20 maturités avec un pas annuel. À gauche, ici, on a les actions. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que les boîtes à moustaches de ces tests, elles sont bien centrées autour de la valeur cible, hein, qui est 1, comme vous pouvez le voir ici, hein, j'ai indiqué la formule. Bon, c'est vrai que ces boîtes à moustaches, elles ont tendance à s'étendre, à s'accroître avec le temps, avec la maturité, mais on peut raisonnablement dire que c'est probablement dû à des approximations au fur et à mesure des calculs, et donc peut-être que, voilà, on va dire que l'élargissement de ces boîtes à moustaches est dû aux approximations faites au fur et à mesure. Pour les taux, on observe globalement la même chose, hein, puisqu'on est bien autour de la valeur cible cette fois-ci qui est 0, puisqu'on va tester l'égalité entre les facteurs, les taux modélisés et la courbe de taux sans risque de référence. On voit bien qu'à chaque fois, on a des boîtes à moustaches qui sont distribuées donc autour des zéros et qui tendent également à s'accroître avec le temps. Mais cette analyse graphique, elle ne nous permet pas d'infirmer le caractère martingale des taux ou des actions, hein. Donc, on est plutôt a priori satisfait du caractère martingale, mais ce n'est pas le seul caractère que doit respecter un GSE risque neutre, hein, puisqu'un GSE risque neutre doit également être construit de manière à être instantané, qui doit respecter le caractère donc market consistent, être instantané, être en lien avec le marché. Et donc, pour vérifier cet aspect market consistent, comment dire, on a fait le test, hein, parce qu'il y a une note qui existe de la CPR qui dit que les projections risque neutre doivent être capables de reproduire le prix, donc call et put pour les actions, et d'être en lien avec ce qui est observé sur les marchés. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le prix d'un call et d'un put avec nos simulations supposées toujours risque neutre, hein, donc de maturité 1 an et à la monnaie. Et là, on voit en fait quand on les compare avec les prix actions, call et put calculés avec la formule de Black-Scholes, on voit que nos prix diffèrent, ils diffèrent très largement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que notre modèle, là, tel quel, il n'est pas capable, comment dire, d'introduire naturellement la notion de market consistent. Et donc, peut-être qu'on aurait dû ajouter des séries temporelles hein, augmenter, pour ajouter, oui, une variable avec des produits dérivés. Et peut-être que là, le modèle aurait été entraîné sur des produits dérivés. On aurait eu plus de chances de capter, donc de respecter ce caractère market consistent. Voilà pour la partie risque neutre. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Ce mémoire, il a su démontrer la possibilité de construire un GSE hein, historique avec une méthode de machine learning. Les différents résultats, ils semblent meilleurs que d'autres modèles
classique, hein, ou au moins au même niveau. Et oui, tous les résultats observés étaient cohérents par rapport à des modèles traditionnels, hein, tout en, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec une structure moins marquée, ce qu'on cherchait finalement à obtenir depuis le début, puisqu'on voulait des choses qui pouvaient potentiellement plus coller avec ce qui a été observé sur un historique de données et donc être plus fidèle à la réalité économique. Effectivement, donc par contre, l'approche risque neutre, hein, comme vous avez pu le constater, il y avait encore pas mal de points il y a encore pas mal de points à creuser, hein, puisque l'aspect market consistent n'est pas respecté pour ce GSE. Donc, comme je disais, le modèle n'ayant pas été entraîné sur des données relatives à des produits dérivés, il ne semble pas naturellement intégrer cette notion. Donc voilà, des perspectives pour les futurs travaux. Effectivement, là, il y a un mémoire qui a été réalisé. Je dis ça en tant qu'ouverture, hein, plutôt, qui a été réalisé, qui a pris la suite de mon mémoire et en fait avait pour but de creuser cet aspect risque neutre, hein, pour voir si c'était réellement faisable ou non. Et donc aujourd'hui, la personne a réussi à la fois à obtenir donc un GSE risque neutre, hein, parce que comment dire, tout ce qui est martingalité ou encore market consistent est aujourd'hui respecté. Et même il a réalisé une application donc en calculant un best estimate. Et donc quand il compare en fait le best estimate, pardon, donc en entrée du modèle ALM, il a mis nos faisceaux risque neutre, les faisceaux risque neutre obtenus avec le RVFL et les faisceaux d'un GSE Primact, et on voit en fait que ben, les résultats sont assez proches. Donc, donc c'est possible, un GSE historique et risque neutre à partir d'un modèle de machine learning. Voilà. Néanmoins, bon, moi, mon travail, il a su montrer déjà l'intérêt d'une telle approche dans le contexte historique. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation, donc je pense qu'on va passer aux questions. Donc, on me demande quel est l'intérêt du bootstrapping par rapport à l'utilisation. Donc là, alors, je vais essayer de revenir sur la slide. Voilà. Donc, quel est l'intérêt du bootstrapping par rapport à l'utilisation directe de Nelson Siegel? C'est vrai qu'on m'avait posé la question pendant la soutenance donc, à l'IA de mon mémoire. Alors, c'est vrai que déjà, il faut être honnête, hein, on aurait pu directement utiliser la méthode de Nelson Siegel pour... pardon. Oui, donc on aurait pu directement utiliser la méthode de Nelson Siegel, hein, pour directement extraire les trois composantes et réduire la dimension du problème. Mais on a voulu d'abord avoir une courbe des taux plus précise parce que moi, je me suis dit que dans une logique, si on partait d'une courbe des taux plus précise, peut-être que nos composantes de Nelson-Siegel allaient être meilleures. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait le test de directement extraire les composantes de Nelson-Siegel à partir de la courbe des taux de base. J'aurais peut-être dû. Voilà, c'est une autre chose à faire peut-être. Comment avez-vous évalué la cohérence de vos scénarios par rapport à l'historique, à part l'aspect... Alors, c'est vrai que ben, les scénarios historiques, je sais que récemment... donc, attendez, je ne sais pas si vous voyez les questions, mais comment avez-vous évalué la cohérence... Voilà, c'est un peu chiant, ça. De vos scénarios par rapport à l'historique, à part l'aspect visuel des graphiques. Ben, c'est vrai que la seule manière dont j'ai comparé, on va dire, un peu plus mathématiquement, enfin, avec c'est avec les mesures d'erreur, hein, quand j'ai fait l'analyse prédictive, où là, j'ai pu vraiment avoir une mesure d'erreur. Après, c'est vrai que ça a été beaucoup d'analyse graphique pour voir si on obtenait des choses cohérentes en termes de structure, etc. Je crois savoir que récemment, il y a un papier qui a été donné qui a été divulgué par Milliman là-dessus sur l'analyse euh, des générateurs de scénarios économiques en historique. Donc c'est vrai que si bah, j'avais eu ce papier quand j'ai fait mon mémoire, peut-être que j'aurais pu m'appuyer dessus pour analyser. Après, c'est vrai que j'ai pas... Ça a été surtout de l'analyse graphique et donc l'analyse prédictive où là j'ai introduit ça. Donc, pourquoi le choix des réseaux de neurones plutôt que des modèles de machine learning plus classiques? Alors, donc ça, l'intérêt du modèle, je sais pas, je pense que c'est ça la question, l'intérêt du modèle RVFL par rapport à d'autres modèles, déjà, il y a plusieurs raisons. C'est que c'est un modèle qui est très adapté
pour des séries corrélées, hein. Parce qu'en fait, c'est le modèle RVFL que j'ai utilisé, hein, c'est un modèle qui a été développé par mon tuteur académique Thierry Moudiki pendant sa thèse. Et lui, il avait projeté donc des courbes de taux. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait étendre ça pour réaliser un GSE. Et le modèle RVFL, en plus de ça, au-delà d'être, comment dire, enfin, il est quand même plus facile que d'autres modèles de machine learning, de réseau de neurones, hein. Je pense par exemple au GAN à comprendre. Et puis, il y a aussi des formules fermées, hein, pour déterminer les régresseurs. Donc ça, c'est quand même un gros avantage en termes de rapidité, par exemple, pour la validation croisée. Alors, merci. C'est quoi exactement la MSPL? Oui, c'est vrai que j'ai pas trop développé là-dessus, mais la MSPL, en fait, c'est donc la Mean Scale Pinball Loss. C'est une mesure d'erreur, en fait, qui est adaptée dans le cadre multivarié ici. Et que, en fait, c'est mon tuteur académique qui m'en a parlé, qui vient d'une compétition de mathématiques, parce que moi, je n'avais pas trouvé spécialement d'autres mesures d'erreur, en fait, Parce que d'habitude, en fait, on compare que des séries univariées les unes avec les autres. Et là, j'avais besoin de mêler, en fait, toutes les séries temporelles ensemble. C'est pour ça que j'ai dû utiliser une mesure multivariée. Donc, c'est celle-là dont je me suis servie. Et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, j'ai utilisé ben, que celle-là. Alors... hum. Quel est l'intérêt d'utiliser le bloc Bootstrap pour générer l'aléa plutôt qu'un Bootstrap classique? L'intérêt du bloc Bootstrap, donc, euh, qui est après, plutôt qu'un Bootstrap classique, déjà, la première raison, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'introduire un nouveau modèle, c'est-à-dire loi normale ou autre, pour générer l'aléa. Donc ça, c'est le premier point plutôt positif, hein. À partir des résidus, on arrive à générer de l'aléa. Et l'avantage d'utiliser un Bootstrap par rapport à un bloc Bootstrap, c'est qu'on va conserver la structure du temps. Donc ça, c'était un avantage par rapport à un bootstrap classique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce qui se ferait en calibrant avec des prix d'options. En fait, c'est que euh, j'ai trouvé une note de la CPR. En fait, enfin, normalement, les générateurs de scénarios économiques risque neutre, ils sont censés, avec leur projection, donc risque neutre, pouvoir reproduire. Enfin, oui, à partir de ça, on est censé pouvoir calculer en fait le prix d'un call et d'un put, pardon, et que ça colle en fait avec ce qui est observé sur les marchés à cette date-là. Euh, par exemple, la personne donc, qui a pris la suite de mon mémoire, elle a également fait ça sur les taux, en calculant le prix des swaptions à partir donc, des taux et en regardant bah, ce qui se passait sur le marché. Et aujourd'hui, elle a réussi à trouver des choses euh, qui étaient cohérentes. Alors, autre question, de pourquoi la couche cachée dans le modèle RVFL est déterminée, pardon, de manière quasi aléatoire? Là, en fait, l'idée quand on utilise que la couche cachée elle soit déterminée de manière quasi aléatoire dans ce type de réseau de neurones, c'est de balayer, on va dire, de manière économe, en fait, ben, tout l'espace. On va dire que c'est ça l'intérêt principal, hein, c'est de balayer un petit peu tout et de balayer efficacement l'hypercube. Alors, pour capter cette martingalité, en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pris, donc je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais euh, j'ai pris mes scénarios donc, économiques historiques. J'ai appliqué la méthode que j'ai évoquée tout à l'heure, hein. Encore une fois, bon, qui n'est pas vraiment abouti, hein, comme on a pu voir à la fin des tests. Et par rapport à ça, donc, j'ai appliqué ma méthode. J'étais supposée en fait obtenir des scénarios risque neutre, hein, puisque j'ai respecté la définition de ce que c'est que la probabilité risque neutre. Et après, j'ai tout simplement fait en fait, euh, comment dire, le test de martingalité. Et donc, à partir de ça, enfin, j'ai juste fait ça, j'ai rien fait d'autre pour qu'il respecte ce caractère de martingalité. Je vous remercie à tous donc d'avoir assisté oh là, pardon, à ma présentation. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt peut-être.